Bonjour à tous, soyez les bienvenus. J'aimerais tout d'abord remercier encore une fois la professeure Samantha Besson et le Collège de France de m'accueillir à nouveau. Cette troisième conférence s'inscrit dans le même fil que les deux précédentes. Il s'agit de déplier un malentendu persistant sur l'Afrique, en appuyant cette fois sur ce que nous savons de sa démographie, mais aussi sur ce que nous savons, et que nous disons moins, du vieillissement ailleurs. Partons du fait brut et avançons. L'Afrique est aujourd'hui autour de 1,5 milliard d'habitants et se dirige, si les tendances se prolongent, vers 2,5 milliards vers le milieu du siècle. Ce chiffre impressionnant est le résultat de quelque chose qui arrive tardivement. L'Afrique rattrape maintenant la baisse de mortalité que d'autres régions ont connue plus tôt. Depuis les années 1970, les Africains ont nettement réduit le nombre d'enfants qu'elles ont, et on est passé de familles très nombreuses à quelque chose de plus proche de 4 enfants et en ville souvent de 3. Mais elles sont beaucoup plus nombreuses à être en âge d'avoir des enfants et les enfants survivent mieux. La poussée vient de là. Elle vient d'un continent qui enfin parvient à conserver vivantes ses cohortes et ce n'est plus un emballement, c'est un effet de volume. Ce phénomène est d'autant plus visible que le reste du monde est en train de faire l'inverse. L'Europe vieillit vite, la Chine vieillit vite aussi, le Japon et la Corée vieillissent au point d'inventer des dispositifs pour faire face au manque de naissances. L'Afrique, elle, reste dans la zone basse des âges. Âge médian autour de 20 ans, c'est-à-dire là où l'Europe était il y a plus de 50 ans. Elle ajoute donc des jeunes au moment précis où les autres en perdent. Voilà le décalage. Pas une Afrique déraisonnable, mais une Afrique en retard par rapport au calendrier démographique des autres. Ce décalage a un effet très concret. Le continent va ajouter dans les 30 prochaines années plusieurs centaines de millions de personnes en âge de travailler, jusqu'à représenter une part très importante, presque un quart, de la main-d'œuvre mondiale. Et cette main-d'œuvre sera jeune, donc plus à l'aise avec le numérique, plus disponible pour l'apprentissage et plus mobile. On peut discuter longuement de l'automatisation, mais les chaînes automatisées ne se pilotent pas seules. Les plateformes numériques ne se vendent pas toutes seules. La relation entre les usagers ne disparaît pas. Les consommateurs sont toujours essentiels. Or, ce sont ces populations jeunes qui absorbent le mieux les changements technologiques. Sur le plan de cette transformation, l'Afrique est au bon endroit du cycle. C'est précisément là que les perceptions se brouillent, parce qu'en Europe, surtout, on regarde cette évolution à travers un seul prisme, la peur migratoire. On superpose 3 choses qui ne coïncident pas. Une croissance démographique rapide en Afrique, la situation politique intérieure européenne et les images de quelques milliers de personnes qui arrivent par la Méditerranée. On oublie alors que dans les données internationales, les Africains migrent d'abord en Afrique. Une large partie des mobilités reste dans la région, entre voisins, pour des raisons de travail, de sécurité, de famille et de mobilité. On oublie aussi que la part des migrants dans les populations mondiales reste faible, autour de 3 à 4%. Autrement dit, la mobilité reste l'exception, pas la règle. Pourtant, l'Europe a bâti, en moins de 10 ans, un appareil très coûteux pour empêcher précisément cette mobilité. Le budget européen consacré à la migration et au contrôle des frontières a explosé. Frontex, c'est l'organe de l'Union européenne pour les frontières, est passé d'une petite agence à un acteur lourd.
On a payé à la Turquie plusieurs milliards pour que les réfugiés ne viennent pas en Europe. On a signé avec la Tunisie, avec la Mauritanie, avec d'autres pays africains pour qu'ils fassent le travail de police migratoire. Et c'est un point politique qui compte. On l'a fait morceau par morceau. On a parlé à Tunis pour la Méditerranée centrale, à Nouakchott pour la route atlantique, au Caire pour l'Est, au Maroc pour le Détroit. On n'a pas parlé à l'Union africaine d'un sujet démographique continental. C'est ce que j'appelais découper pour mieux négocier. On fragmente l'interlocuteur, on finance le contrôle au point d'arrêt et on fait comme si l'Afrique était essentiellement un continent de départ. Si l'on investissait là ce qu'on l'investit dans la sous-traitance migratoire, la fameuse moyenne africaine baisserait plus vite. Ce n'est donc pas la démographie qui est hors contrôle, c'est l'affectation des moyens. Pendant que nous présentons la croissance africaine comme problématique, ce qui se passe dans les pays qui ont déjà tout bien fait devrait nous arrêter. Le Japon. Le Japon approche les 5000 centenaires. C'est un sommet de santé publique. Mais c'est aussi un pays qui perd près d'1 million d'habitants par an, et qui vend plus de protection pour adultes que des couches pour bébés. La Corée du Sud est devenue l'un des pays les plus éduqués du monde, avec une fécondité de 0,7%. On ferme des classes, on s'interroge sur les campus vides, et on en constate un niveau de suicide inquiétant chez les personnes âgées parce qu'elles sont trop seules. C'est le taux le plus élevé du monde. L'Italie propose des maisons à 1 euro parce qu'elle n'a plus de jeunes dans les villages. L'Allemagne a pu dire « Wir schaffen das » en 2015 parce que son économie savait très bien qu'elle avait besoin d'1 million de bras supplémentaires, même si le milieu politique ne l'acceptait pas aussi facilement. La Russie, qui se rétrécit année après année, a la tentation d'agréger à elle des populations russophones de son voisinage pour compenser symboliquement ce qu'elle perd chez elle. Dans beaucoup de pays, c'est le manque de monde qui devient le vrai sujet. Même les États-Unis, qui aiment se raconter l'histoire de l'autonomie, sont rattrapés par ce fait simple. Leur agriculture, leur tech, leurs services fonctionnent parce qu'ils attirent en permanence. La Silicon Valley tourne parce qu'elle a des bataillons d'ingénieurs indiens. Quand une administration veut soudain renchérir les visas de travail, comme c'est le cas maintenant aux États-Unis, ou couper dans les entrées, ce n'est pas seulement un message politique interne, c'est un coup porté à son propre moteur d'innovation. À l'inverse, les pays du Golfe, ou la Suisse, assument la réalité. Leur prospérité est liée à la présence massive de travailleurs étrangers. Mais elles le font avec tact et avec des mécanismes qui permettent aussi bien de remplir les besoins économiques que de pouvoir protéger la soi-disant identité nationale. Mesdames et messieurs, parlons tout d'abord du boom africain dans la trajectoire démographique mondiale. Quand on dit aujourd'hui que l'Afrique connaît un boom démographique, on oublie d'abord de dire que c'est la seule grande région du monde qui n'a pas encore achevé sa transition, la soi-disant transition démographique. La population mondiale ralentit, l'Europe stagne, l'Asie de l'Est recule déjà, l'Amérique latine s'aplatit. Dans ce paysage de tassement global, le fait que l'Afrique continue de croître donne l'illusion d'une exception inquiétante. En réalité, c'est un décalage de calendrier, comme je le disais. L'Afrique fait dans la première moitié du XXe siècle ce que les autres régions ont fait au XXIe siècle, ce que les autres régions ont fait au XXe. Selon la révision 2024 des perspectives de population mondiale qu'a publié les Nations Unies, le continent compte donc 1,5 milliard de dollars. La moitié environ de la croissance mondiale d'ici 2050 viendra de là,
puisque sur les quelques 1,9 milliard de personnes supplémentaires attendues, environ 1,2 milliard seront africaines. Ce qui alimente cette croissance n'est pas supposé une capacité africaine à se contrôler, mais un succès trop peu reconnu, la baisse de la mortalité. Le progrès de vaccination, de santé maternelle, de lutte contre les grandes endémies, ont fait reculer la mortalité enfantine. Quand plus d'enfants survivent, la population augmente. Autrement dit, la démographie africaine raconte d'abord une histoire de santé publique. C'est d'autant plus vrai que la fécondité africaine baisse déjà dans les années de 1990. Une Africaine avait en moyenne près de 7 enfants. Aujourd'hui, comme je le disais, on est baissé à 4. Le continent ajoute donc des habitants alors même que les familles rétrécissent. C'est l'effet de l'inertie démographique. Il y a beaucoup de femmes en âge d'avoir des enfants, donc même avec moins d'enfants par femme, le nombre total de naissances reste élevé. C'est un point central pour contester les lectures néo-malthusiennes qui confondent rythme de croissance et comportement reproductif. On peut formuler la même idée de manière plus simple encore. La démographie africaine n'est pas explosive, elle est jeune. En 2025, environ 60 à 70% des Africains ont moins de 30 ans. C'est plus que la population de toute l'Europe, avec d'énormes différences selon les sous-régions, mais l'image d'ensemble est celle d'un continent porté par ces corps de jeunes. C'est cela qui frappe des observateurs habitués à voir la population vieillir, partout ailleurs. Ce n'est pas un scénario d'emballement, c'est celui d'un continent qui rattrape ce retard sanitaire et qui n'entre pas encore dans la phase du vieillissement. Il faut donc déplacer le centre de gravité du débat. Quand on présente la croissance africaine comme un problème, on oublie de la comparer en effet à la dynamique générale. Dans les projections onusiennes révisées, le pic mondial sera désormais attendu vers le milieu des années 2080. Plus bas que prévu il y a 10 ans, parce que la fécondité baisse plus vite que prévu dans beaucoup de pays. Ce qui fait monter la courbe, ce sont surtout une trentaine de pays africains sur 54 à forte fécondité actuelle et à une transition plus lente. Mais même là, la direction est la même, baisse graduelle, pas hausse. Autrement dit, la question n'est pas pourquoi l'Afrique fait-elle plus d'enfants, mais pourquoi l'Afrique commence-t-elle plus tard la même transition que les autres. La réponse est dans la combinaison bien connue revenus, éducation, urbanisation. Plus on urbanise, plus on scolarise, les filles surtout, plus on augmente le coût d'opportunité d'un enfant supplémentaire, plus la fécondité recule. Le continent est précisément en train de franchir ces paliers, avec une urbanisation qui fera qu'autour de 2035, près d'1 milliard d'Africains en ville et plusieurs mégalopoles au-dessus de 10 millions d'habitants. C'est une transformation socio-économique majeure, pas une dérive démographique. Pourquoi alors cette persistance du discours alarmiste ? Parce qu'une partie du Nord lit la démographie africaine à travers 2 filtres. Commençons d'abord par celui de la sécurité. Un continent de 2,5 milliards de pauvres est une menace. Et ensuite, celui de la migration. Un continent jeune voudra partir. Ces filtres font perdre de vue le fait le plus banal. Une population nombreuse dans une région en développement est le signe qu'on y meurt moins. Il faut aussi oublier que le reste du monde, lui, entre dans une phase de contraction qui posera des problèmes économiques majeurs, à commencer par le financement des retraites et le manque de main-d'œuvre. On en sait quelque chose ici en France. Dans un monde vieillissant, l'Afrique est l'un des rares réservoirs de vitalité démographique. Traiter cette vitalité comme un risque plutôt que comme une ressource est une erreur d'analyse, mais aussi de stratégie. J'aimerais vous proposer 3 idées qui serviront le reste de la conférence. Première idée. La croissance africaine est attendue, mesurée
est largement expliquée par des facteurs positifs. Deuxième idée, l'Afrique est en transition, même si son point de départ est plutôt plus haut. Et troisième idée, ce qui est réellement exceptionnel, ce n'est pas que l'Afrique croisse, c'est que le reste du monde décroisse ou vieillisse plus vite. Tant qu'on ne remet pas ces trois éléments dans l'ordre, on reste prisonnier d'un récit néo-malthusien, commode, mais qui confond plus d'Africains avec plus de problèmes. Mesdames et messieurs, en 2025, l'âge médian de l'Afrique est effectivement quelque chose d'extraordinaire, avec ses 20 ans. Mais si on regarde un peu que l'âge moyen en Europe est de 42 ans et qu'il dépasse déjà 49 ans dans certains pays d'Asie de l'Est, on s'interroge sur l'équation entre les deux. Cela veut dire qu'alors qu'une grande partie du monde entre dans le temps long du vieillissement, quand l'Afrique, elle, ajoute des cohortes de jeunes. Et cela est un profil démographique qui ouvre la fameuse fenêtre du dividende. Pendant 2 à 3 décennies, la part des actifs potentiels augmente plus vite que celle des dépendants. Mais cette fenêtre n'est pas automatique. Elle ne produit pas un gain que si l'on en investit simultanément dans l'éducation, la santé, l'urbain et l'appareil productif. Les travaux de la Banque africaine de développement et des Nations unies soulignent que c'est maintenant, dans les années 2020 à 2030, que le continent peut aligner structures démographiques favorables et politiques publiques. Si cet alignement n'a pas lieu, et dans beaucoup de pays, il n'est pas en train de se passer comme on souhaiterait, la même jeunesse devient une source de tension sociale. Et on le voit avec la génération Z. C'est une fenêtre d'opportunité, pas un chèque démographique en blanc. Dans ce contexte, il faut faire un pas de plus et dire les choses telles qu'elles sont. L'Afrique concentre déjà et concentre davantage la population digitale native du monde. Plus la population est jeune, plus elle est à l'aise avec des interfaces numériques, les services transactionnels en ligne, les produits qui évoluent vite, y inclut l'intelligence artificielle. Cela compte parce que l'économie mondiale devient de plus en plus tirée par des processus intensifs dans la technologie, souvent pensés par et pour des générations connectées. Une population médiane de 20 ans est plus rapide à adopter une nouvelle application financière, un service de santé à distance, un outil d'apprentissage en ligne, qu'une population médiane de 46 ans, comme c'est le cas en Europe, aux 42 ans. C'est une question de socialisation à la technologie, pas d'intelligence intrinsèque. On s'habitue plus facilement à des nouveaux outils quand toute sa vie professionnelle est encore devant soi, pas derrière soi. C'est aussi là que la question des robots contre humains doit être reformulée. Oui, l'automatisation va remplacer des tâches et réduire la demande de travail peu qualifiée dans certaines activités. Mais les opérateurs de systèmes automatisés, les techniciens de maintenance, les superviseurs de chaînes robotisées, les concepteurs de microservices numériques ne seront pas des populations vieillissantes. Ce seront des actifs, jeunes, formés, capables d'apprendre en continu. Or, c'est précisément ce que l'Afrique a en abondance. On peut robotiser une partie de l'industrie textile ou agroalimentaire. On ne robotise pas la capacité à piloter en temps réel plusieurs outils logiciels, à faire de la relation client en multilingue, à adapter un service numérique à un marché urbain africain qui reste mouvant. L'avantage de la jeunesse devient donc un avantage de manipulation de la complexité dans des environnements numériques. Pendant ce temps, le cœur de la valeur qu'on extrait de l'économie, se concentre ailleurs. En 2025, 7 groupes américains dominaient l'intelligence artificielle et le cloud, représentant environ un tiers de toute la capitalisation boursière américaine. Un tiers. L'intelligence artificielle explique à elle seule l'essentiel de la hausse récente de Standard & Poor's 500, c'est-à-dire les 500 les plus grandes entreprises du monde, parfois jusqu'à 70-75% des gains.
C'est une concentration spectaculaire de valorisation dans très peu d'entreprises. Mais cette valeur est très haute dans la chaîne. Elle rémunère la propriété intellectuelle, les semi-conducteurs spécialisés, les modèles d'intelligence artificielle, pas la livraison de repas ou la réparation urbaine. Plus la valeur se concentre au sommet, plus il est difficile d'en faire ruisseler les bénéfices vers des tâches banales, non automatisables de l'économie des services parce que pas rentables. C'est là que l'Afrique peut retourner l'argument. Si la valeur mondiale de la tech se concentre sur quelques plateformes et quelques marchés de capitaux, alors la meilleure contribution africaine n'est pas de copier ces valorisations, probablement elle n'arriverait jamais, mais de fournir ce que ces plateformes ne peuvent pas produire seules. Une masse d'utilisateurs jeunes, adaptables, créateurs de données et une main-d'œuvre, c'est ça le plus intéressant, apte à opérer les segments non robotisables de la chaîne de valeur. Livraison de proximité, construction, services sociaux, villes, économie du soin. Autrement dit, la démographie africaine est complémentaire de la forme actuelle de capitalisme numérique. Elle n'est pas en concurrence directe avec elle. Un monde avec 30% de sa valeur boursière dans l'intelligence artificielle, mais sans travailleurs jeunes pour déployer ces solutions dans la vraie vie, est un monde déséquilibré. Ajoutons maintenant ce que l'on a tendance à mettre dans un autre dossier, mais qui en réalité est au cœur de la question. L'intelligence artificielle elle-même, la digitalisation du travail, la transition écologique. L'IA permet déjà de coder, de traduire. Et la transition écologique, elle va bénéficier aussi du développement de la tech. L'IA permet déjà de travailler à distance. On peut faire de la modération, du support, du design depuis Lagos ou Nairobi pour une entreprise européenne. C'est une migration numérique. La personne ne bouge pas, mais son travail circule. Et qui est le mieux placé pour ce type de travail? Les populations jeunes, urbaines, déjà connectées, c'est-à-dire surtout l'Afrique et l'Inde. Enfin, replacer cela dans le différentiel d'âge international permet d'exposer une contradiction du Nord. Il craint l'arrivée des jeunes africains, alors même que ses propres sociétés peinent à attirer et former suffisamment de jeunes pour opérer des systèmes de plus en plus complexes. Plus l'Europe et une partie de l'Asie vieilliront, plus elles auront besoin d'actifs venus d'ailleurs. L'Afrique et l'Inde sont les seules grandes géographies qui peuvent combiner volume et jeunesse. Le vrai débat devrait donc porter sur l'organisation de ces mobilités, pas sur leur évitement. C'est ce qu'on retrouvera en examinant comment la question migratoire brouille la lecture démographique africaine. Mesdames et messieurs, depuis 2021, l'Union européenne a une rubrique budgétaire spécifique qui s'appelle « Migration et gestion de frontières ». Dans le cadre financier pluriannuel de 2021 à 2027, celui qui est en vigueur, il est doté de 22,7 milliards d'euros avec l'unité de prix de 2018, soit à peu près 25 milliards en monnaie courante. Cette enveloppe ne finance pas seulement l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, Frontex, mais aussi le fonds avec le titre « Asile, migration et intégration ». Et le fonds pour la gestion intégrée des frontières, qui regroupe notamment les instruments de gestion des frontières et des visas. Si vous croisez un aéroport européen ces jours-ci, vous voyez qu'il y a tout un nouveau schéma d'entrée dans les frontières européennes. Il est financé par ce fonds. Autrement dit, même sans compter ce qui est dépensé à l'extérieur de l'Union européenne, on est déjà à 25 milliards d'euros pour faire du contrôle, de l'asile et du retour sur la période 2021 à 2027. À l'intérieur de ce paquet, Frontex est la partie visible parce que son budget a explosé. Environ 140 millions d'euros en 2015,
plus de 540 millions en 2021, 750 millions en 2022 et des budgets de l'ordre de 800 à 900 millions d'euros dans les prévisions les plus récentes, avec un corps permanent de 10 000 gardes frontières financés directement par l'Union européenne. Mais ce n'est que le noyau. Il faut y ajouter, toutes les lignes qui vont aux États membres pour leur propre dispositif de contrôle, les appels d'offres pour la surveillance maritime, les équipements de contrôle biométrique, etc. Un rapport de 2025 montrait qu'entre 2008 et fin 2024, Frontex, à elle seule, avait déjà réinjecté plus de 2 milliards d'euros dans les systèmes de contrôle aux frontières des pays européens. À cela s'ajoutent les dépenses de confinement des réfugiés à l'extérieur de l'Union européenne. La facilité de l'Union européenne pour les réfugiés en Turquie, mécanisme mis en place en 2016, représenté par 6 milliards d'euros, dont 3,5 à 4 millions de Syriens ont bénéficié. On ne parle donc plus seulement de surveillance, on parle de prise en charge externalisée. En parallèle, l'Union européenne a créé en 2015 le Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique pour s'attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière, qui a fini à près de 5 milliards de dollars selon la Cour des comptes européenne, sans avoir prouvé qu'elle réduisait effectivement les départs. Une partie non négligeable de ce fonds a servi à équiper les gardes-côtes libyens ou à financer des centres dans les pays où les ONG et le Haut Commissariat pour les réfugiés ont documenté des violations graves. On est donc déjà, toutes les lignes confondues, à près de 30 milliards d'euros, 2015 à 2027, pour que les personnes restent en dehors de l'Union européenne ou n'y arrivent qu'un nombre contrôlé. Et cela ne compte pas les nouveaux accords de sous-traitance. En juillet 2023, l'Union européenne signe avec la Tunisie un mémorandum annoncé à 1 milliard d'euros, dont au moins 5 millions spécifiquement pour la gestion des migrations, patrouilles, équipements, etc. En mars 2024, elle annonce à Nouakchott un paquet de 210 millions d'euros avec la Mauritanie pour contenir les départs vers les Canaries. D'autres montages sont discutés avec l'Égypte à ce moment. Ces montants sont modestes à l'échelle du budget européen, mais ils montrent la direction politique. Payer les États riverains africains pour qu'ils bloquent les flux, même quand les organisations de défense des droits documentent des refoulements dans le désert ou des violences graves. Quand on met tous ces chiffres ensemble, on voit que l'Union européenne est prête à dépenser plusieurs dizaines de milliards d'euros en une décennie pour que la mobilité se fasse ailleurs que sur son sol. Ce niveau d'effort financier ne correspond pas au niveau réel des flux africains vers l'Europe, car les données internationales restent très stables. Selon le rapport sur les migrations dans le monde de 2024 de l'Organisation internationale pour les migrations, on compte environ 304 millions de migrants internationaux en 2024 dans le monde entier, soit 3,7% de la population mondiale. L'Europe et l'Amérique du Nord abritent à elles seules plus de la moitié de ce stock. L'Afrique, elle n'accueille que 29 millions de migrants internationaux et surtout une majorité de migrants qui viennent d'autres pays africains. Autrement dit, la mobilité africaine est surtout africaine. C'est là que le décalage devient évident. On dépense comme si le continent africain était sur le point de déferler, alors que les chiffres de l'Organisation internationale des migrations et de la division de population des Nations unies disent que la part de population mondiale vivant hors de son pays de naissance reste très faible en général et que l'Afrique n'est pas le premier continent de migration et migration.
On dépense comme si l'Afrique était le problème principal, alors que l'histoire montre que le seul continent qui a massivement exporté sa population pendant la modernité est l'Europe. Entre 1815 et 1932, 60 à 65 millions d'Européens ont quitté le continent et certaines années, plus de 1,3 million de personnes partaient. Aujourd'hui, on parle de submersion pour quelques centaines de milliers de départs africains par an. Les 3 distorsions que nous avions posées restent donc valables, mais elles sont maintenant appuyées par les montants. On confond croissance démographique et migration. 1 milliard d'Africains de plus ne veut pas dire 1 milliard de migrants. On efface les mobilités sud-sud parce qu'elles ne concernent pas le débat européen et la frontière sud de l'Europe. On utilise l'aide publique au développement et les fonds extérieurs pour faire de la dissuasion à distance, en fermant les yeux sur les violations qui en découlent. Formulé autrement, l'Union européenne a construit un appareil coûteux pour contenir une menace qui, dans les données, est modérée. C'est bien la preuve que la démographie africaine est instrumentalisée. On l'a brandie pour justifier les dépenses de contrôle et de confinement, alors qu'une lecture sereine des projections montrait qu'il faudrait, au contraire, organiser, dans la durée, l'intégration d'une partie de cette jeunesse africaine dans un monde qui vieillit. Mesdames et messieurs, l'Afrique est aujourd'hui la seule grande région du monde dont la population continue à croître, c'est vrai. Mais ce rythme n'est pas pour des raisons mystérieuses. Ce qui fait montrer la population africaine n'est pas une supposée incapacité à maîtriser la natalité, c'est l'inertie, comme je l'avais dit, mais il y a déjà, après cette réussite sanitaire et urbaine, quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer. C'est que cette croissance n'est pas uniforme. Le Maghreb, l'Égypte, une partie de l'Afrique australe sont déjà sur des profils de fécondité moyens, comparables à ceux des pays à revenus intermédiaires dans d'autres régions. Dans toutes les grandes capitales de l'Ouest et de l'Est, Dakar, Abidjan, Accra, Lagos, Nairobi, on observe des familles plus petites que la moyenne nationale, parce que la vie urbaine est chère, parce que les femmes travaillent, parce que l'on veut scolariser les enfants. Les niveaux les plus élevés se trouvent surtout au Sahel et dans certaines zones de conflit, là où l'insécurité, la pauvreté et l'éloignement des services publics se cumulent. Autrement dit, l'Afrique ne refuse pas la transition. Elle l'a fait à vitesse différenciée, en fonction de l'école, en fonction de la santé, en fonction de la ville. C'est exactement ce que des auteurs comme Edward Pace, dans un livre magnifique, Youthquake, Why African Demography Should Matter to the World, et un autre économiste, Charlie Robertson, dans son livre The Time Traveling Economist, ont mis en lumière l'Afrique avance sur les mêmes rails que les autres régions, mais plus tard. Leur intérêt, c'est qu'ils confirment, avec d'autres mots que j'ai toujours défendus, une fois qu'on urbanise, qu'on scolarise les filles et qu'on donne accès à la santé reproductive, la fécondité baisse partout ailleurs, mais aussi en Afrique. Si l'on remet les choses à l'endroit, l'image redevient lisible. L'Afrique est le seul grand réservoir de population jeune au moment où le reste du monde vieillit. Nous sommes d'accord. Sa transition démographique est engagée mais inégale. Elle aurait intérêt à ce qu'on finance d'abord ce qui accélère cette transition. Et elle a besoin de parler de tout cela de manière continentale, pas en recevant une à une les injonctions des voisins européens. C'est ce décalage, démographie réellement continentale, politique européenne volontairement fragmentée, qu'il faudra souligner juste avant d'arriver à la conclusion que cette vitalité africaine peut être lue pas comme un risque, mais quelque chose qui ajoute au potentiel économique de croissance des États européens. Et c'est la raison pour laquelle les négociations qui ont eu lieu pendant la période
entre 2015 et 2022 sur les questions migratoires, au lieu d'être vues comme des négociations qui permettaient à l'Union africaine d'affirmer une population continentale, ont été fragmentées dans différentes configurations connues comme l'accord de Khartoum, l'accord de Valletta, l'accord de Marrakech, et donc chacun avec des mécanismes et des propositions différentes, en divisant complètement l'espace africain en fonction des différents intérêts, notamment des intérêts de certains États qui voyaient le danger de cette migration comme un danger sécuritaire. Encore aujourd'hui, on traite les crises du Sahel comme une crise qui peut provoquer une explosion de migration vers l'Europe, au lieu de voir dans cette crise tout un autre mécanisme qui permettrait effectivement de prouver que là où il y a des difficultés, c'est le résultat notamment du manque d'accès à des services, notamment des services d'éducation et santé, et c'est le cas des pays sahéliens. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de vivre un moment particulier dans le monde où, effectivement, dans les grandes capitales, on est en train de fermer au moment même où on devait ouvrir les frontières. Et la raison principale de ces changements, c'est le fait que les populations, quand elles vieillissent, elles deviennent aussi plus conservatrices. Il y a un manque d'intérêt pour pouvoir accueillir des populations ou des voisins plus jeunes parce qu'ils sont les porteurs de cultures différentes, mais aussi, très souvent, ils sont sentis comme une menace qui va effectivement utiliser les moyens qui ont été accumulés par les générations précédentes de ces pays. Et c'est exactement le contraire. Leurs systèmes de sécurité sociale sont menacés parce qu'il y a un manque de contribution de travailleurs, la force de travail, elle diminue. Et ce qui est jusqu'à maintenant en train de camoufler la situation de crise qui est déjà là, c'est le fait que l'épargne est extrêmement importante dans ces pays. Et donc pendant un certain bout de temps, nous aurons encore la protection de cette épargne. Mais cette épargne est en train d'être consommée. Et cette consommation, elle va provoquer certainement des difficultés accrues, comme on voit déjà dans les débats sur la sécurité sociale dans tous les pays européens. Il y a aussi en Europe une situation différente selon les pays. Il y a des pays qui sont beaucoup plus exposés que d'autres. Et paradoxalement, ceux qui sont les plus exposés ne sont pas nécessairement ceux qui ont le problème de l'âge le plus avancé, mais plutôt ceux qui ont beaucoup plus de difficultés avec leur politique migratoire. Si l'on remet les choses à l'endroit, encore une fois, l'image est celle d'une Afrique qui doit reconsidérer ses formes de négociation avec l'Europe en matière de migration, comme elle avait déjà demandé depuis 2017, sans résultat, dans le sommet d'Abidjan entre l'Union européenne et l'Union africaine, et au moment où il y avait la grande crise des droits et violations commis par des différents groupes en Libye, et qui avaient vraiment choqué le monde par leur caractère assez particulier d'esclavage. Donc, à l'époque, il y avait un certain nombre de promesses qui ont été faites pour pouvoir réparer une situation qui semblait à tous absolument inacceptable, mais depuis, on a oublié et l'esclavage et autres pratiques continuent, mais cette fois-ci avec une différence. Elles sont financées à grande partie par des fonds européens. Voilà donc ce que j'aimerais partager avec vous en termes de lecture de la démographie africaine avec un regard qui est plus favorable à l'interprétation des vraies tendances plutôt qu'une lecture qui soit purement dans la tradition malthusienne qui voit toujours la croissance de la population comme une menace. Merci.